Bon, on va commencer tranquillement. Donc, bienvenue à tous pour les gens qui viennent d'arriver. Bienvenue à notre dernière causerie fromagère avant les vacances d'été. La prochaine va être au mois de septembre. Donc, on a un sujet encore qui suscite beaucoup d'intérêt, je pense, aujourd'hui. Nous allons avoir 3 chercheurs de l'Université Laval qui vont nous parler des effets de la supplémentation lipidique de la vache laitière sur les propriétés du beurre et du fromage. On a, comme je le mentionnais, 3 spécialistes de l'Université Laval qui vont venir nous parler du sujet. En premier lieu, nous avons Rachel Gervais, qui est professeure de nutrition animale au département de sciences animales de l'Université Laval. Ses intérêts de recherche regroupent le mécanisme de synthèse et de sécrétion des acides gras du lait chez la vache, le potentiel de l'utilisation des acides gras du lait comme outil de diagnostic, l'impact de la régie de l'élevage et de la nutrition animale sur la production et la composition du lait, sa valeur nutritionnelle et ses propriétés technologiques. Par la suite, nous aurons le professeur Guillaume Brisson, qui s'est joint au département de sciences et technologies, des sciences de l'alimentation de l'Université Laval en 2017. Il a travaillé plusieurs années en Californie, au California Polytechnic State University de 2006 à 2008 et en Nouvelle-Zélande, au RIDET, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là, Institute, oui, de 2009 à 2013, en tant que chercheur postdoctoral sur la valorisation des coproduits de la transformation laitière et développement des nouveaux ingrédients laitiers. Sa programmation de recherche porte sur les procédés verts de fractionnement des constituants du lait et la création de nouvelles structures alimentaires permettant d'augmenter la biodiversité de nutriments susceptibles d'avoir un impact positif sur notre santé. Et pour terminer, nous allons terminer l'année avec notre Julien Chamberlain, qui est professeur à la faculté. La rockstar. Oui, c'est ça. Bien, ça fait 2 ans qu'on finit l'année avec Julien. On a fini l'année de 2020 aussi avec Julien. Donc, 2023 va se terminer avec Julien, qui est professeur à la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval, en tant que professeur titulaire d'une chaire de leadership en enseignement en technologie fromagère, lui permettant de créer des contenus d'enseignement tout en développant ses thématiques de recherche au sujet de la variabilité des procédés et de la durabilité. Donc, merci infiniment à nos chercheurs à l'Université Laval qui vont nous parler d'un sujet d'actualité. Je vais passer à la prochaine diapo pour vous expliquer les petites consignes de la causerie. Donc, si possible, pendant la causerie, vous mettre sur mute pour éviter les interférences et masquer votre vidéo aussi. Par contre, si vous voulez poser des questions, on apprécie en live, on apprécie que vous mettiez votre vidéo à on. Vous pouvez vous poser vos questions directement ou par la boîte de chat. Je vais prendre soin de surveiller pour respecter l'ordre d'apparition des questions. Et puis, nous aurons des périodes de questions comme à l'habitude. Donc, la première partie de Rachel qui va peut-être être un petit peu plus longue, mais on va quand même avoir une période de questions à la fin de cette période-là, puis à la fin de la période de Guillaume et de Julien aussi. Donc, on va avoir le temps de poser nos questions entre chacun des présentateurs. Donc, j'ai pas mal fait le tour des consignes. Je serai prête à laisser la parole à Rachel qui va nous présenter son sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maryse. Ça nous fait, je prends peut-être l'opportunité de parler au nom de mes deux chers collègues. Ça nous fait extrêmement plaisir d'être là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet ou d'un projet qui nous passionne pour plusieurs raisons. Honnêtement, on apprécie, on aime travailler ensemble. Puis je pense que ça se traduit aussi dans le dynamisme de nos étudiants. Là. Fait que, on est très heureux d'être là pour vous présenter ce projet-là, ce qui est en cours, soit du temps passant. Ce n'est pas terminé, mais on vous présente les résultats qu'on a jusqu'à maintenant, ou du moins une partie. Oui, on aime travailler ensemble, mais on aime aussi travailler avec nos autres collègues qui participent à ce projet-là. Donc, c'est important de les mentionner. Là aussi, Yvan Chouinard, Éric Paquette, du département de sciences animales ici à l'Université Laval. Il y a Daniel Rico, qui est directeur scientifique au Centre de recherche en sciences animales de Deschambault. Il y a aussi Déborah Sanchi de Lactanet qui participe à ce projet-là aussi. Donc, ce qu'on appelle, nous, le défi de la filière laitière, on le sait, il y a à peu près 5000 producteurs laitiers au Québec.
Puis il y a autant de façons de produire du lait qu'il y a de producteurs laitiers, c'est-à-dire que la régie d'alimentation, la régie d'élevage va changer d'une ferme à l'autre. Bien entendu, il y a des lieux communs, mais ça reste que chaque entreprise a sa spécificité. Puis le lait, l'usine de transformation, elle reçoit du lait qui provient de ces 5000 producteurs-là qui ont chacun leur lait, si on veut. Donc, ils ont une variété de lait qui arrive à l'usine. Puis, il y a le consommateur de produits laitiers qui, lui, au contraire, il s'attend à avoir un produit qui est relativement uniforme dans le temps. Donc, comment on arrime tout ça, c'est un peu la motivation qu'on a en arrière de ce projet-là. Une des stratégies qu'on met en place à la ferme pour aider les producteurs laitiers, c'est d'offrir des suppléments lipidiques. Le nom de la présentation d'aujourd'hui le dit. On s'intéresse à la supplémentation lipidique. Pourquoi? Ici, là, je sais qu'il y a des producteurs transformateurs, là, vous êtes relativement familiers avec cette courbe-là, mais peut-être qu'il y a des gens dans l'audience qui sont moins. Ici, vous avez ce qu'on appelle les mois post-bellage, donc les mois de lactation d'une vache. Vous avez 3 courbes. Vous avez en bleu marin le poids de l'animal, en vert la production laitière, puis en mauve la consommation. Et au début de la lactation, puis ça, c'est quelque chose qui est naturel, ça arrive pas seulement chez les animaux en production, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, mais peut-être exagéré en contexte de production laitière moderne, si on veut, c'est que les animaux n'ont pas la capacité de consommer suffisamment d'aliments pour subvenir à leurs besoins énergétiques. De sorte qu'en début de lactation, les animaux vont perdre du poids. C'est correct, mais on ne veut pas que ce soit excessif. Mais il y a une période de déficit énergétique qu'on essaie de combler. La façon de combler ça, c'est d'augmenter la densité énergétique de la ration de nos animaux, surtout en début de lactation. Donc, il faut se mettre en contexte, là, des vaches laitières qui produisent 50 litres de lait par jour, c'est des athlètes olympiques. Il faut les alimenter conséquemment. Donc, l'intérêt de donner des suppléments lipidiques, généralement, les concentrés énergétiques dans la ration d'une vache, ça va être souvent les céréales. Donc, le maïs, l'orge, c'est des glucides qu'on donne aux animaux, mais en début de lactation, c'est souvent pas suffisant parce qu'on ne peut pas en donner non plus, on ne peut pas non plus nourrir une vache avec seulement des céréales. Il faut absolument qu'il y ait une certaine portion de fourrage dans sa ration. Donc là, on devient limité dans la densité énergétique qu'on peut offrir à nos animaux. C'est dans ce temps-là que les suppléments lipidiques deviennent intéressants parce qu'on voit que sur la diapo qu'il y a là, vous avez le maïs, l'orge, la densité énergétique de ces ingrédients-là versus les lipides qui sont généralement 2,5 fois plus riches en énergie. Maintenant, c'est beau des lipides, mais tous les lipides ne sont pas égaux. Donc, on a différentes sources de lipides qu'on peut ajouter dans l'alimentation, mais ils ont tous leur force et leur faiblesse, disons. Donc, si j'en donne seulement quelques exemples, là, vous avez l'huile de canola, vous avez à gauche, vous avez les principaux acides gras qu'on retrouve dans ces ingrédients-là. Donc, si on regarde l'huile de canola, on voit que c'est très, très riche en acide oléique ou le 18,1. Là, vous allez voir, je vais parler d'acide oléique 18,1, 16,0. Je vais essayer d'être claire, mais moi, c'est mon alphabet. Donc, voilà, l'huile de canola qui est très riche en acide oléique en 18,1. Quand on regarde l'huile de soya, ça, c'est beaucoup plus riche en acide linoléique, donc 18,2. Alors que l'huile de lin, elle, est reconnue pour contenir beaucoup d'acide linolénique, donc les fameux oméga 3. Maintenant, quand on regarde les produits issus des suppléments lipidiques commerciaux, si on veut, il y a les fameux sels de calcium d'acide gras. Ça, c'est des sels de calcium qui sont faits à partir d'huile de palme. Donc, le profil ressemble étrangement à l'huile de palme. Là, donc, moitié-moitié acide palmitique et acide oléique. On a aussi du suif hydrolysé, hydrogéné, donc c'est du suif du gras de bovin qui va avoir été complètement hydrogéné, donc beaucoup de 16,0 et de 18,0, donc palmitique, stéarique.
Puis, on a vu depuis quelques années apparaître ce qu'on appelle la superstéarine. Je vais en reparler plus tard, là, mais c'est un supplément qui est enrichi en acide palmitique. Donc, l'alimentation d'une vache laitière, c'est relativement complexe. C'est aussi complexe quand on parle des lipides qu'on donne à un animal. Je fais un cours de nutrition animale 101, nutrition lipidique 101. Donc, ce que la vache va surtout consommer, c'est des acides gras qui proviennent de, bien entendu, la matière végétale. Donc, essentiellement des fourrages. Donc, les lipides vont être sous forme de galactolipides ou encore des céréales qui sont sous forme de triacyl. Les lipides dans les céréales sont souvent sous forme de triacylglycérol. Donc, ce qu'il faut comprendre quand on nourrit une vache, en fait, on ne nourrit pas une vache, ce qu'on nourrit, c'est un rumen. Puis, le rumen va, lui, par la suite, nourrir l'animal. Donc, il y a énormément de transformations qui occurrent dans le rumen. D'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que les lipides que la vache consomme sont très, très insaturés, pour beaucoup d'acides gras polyinsaturés. Puis les bactéries du rumen détestent les acides gras polyinsaturés. Donc, ils ont mis en place toute une mécanique pour se débarrasser de ces acides gras-là. D'abord, ils vont les hydrolyser, c'est-à-dire qu'ils vont libérer les acides gras qui sont dans les triglycérides et les galactolipides. Puis, éventuellement, ils vont procéder à ce qu'on appelle la biohydrogénation. Donc, ils vont saturer les acides gras polyinsaturés pour éventuellement stabiliser, si on veut, le rumen. Puis, il y a énormément d'intermédiaires qui sont créés dans le rumen. Ce n'est pas un processus, on ne prend pas un 18,2 puis on le transforme en 18,0. Il y a différentes étapes. Donc, il y a une variété d'acides gras intermédiaires qui sont aussi produits à ce moment-là. Donc, tous ces beaux acides gras-là vont migrer éventuellement vers le duodénum, plus ou moins hydrogénés, dépendant d'où on était rendu dans le processus. Puis, ils vont pouvoir être éventuellement absorbés par l'animal, puis intégrés à la matière grasse laitière. Maintenant, la matière grasse laitière, on va trouver aussi là-dedans des acides gras qui vont avoir été synthétisés directement par le tissu mammaire, par une synthèse de novo. Donc, la glande mammaire a la machinerie enzymatique pour faire ses propres acides gras aussi. Puis, comme si ce n'était pas suffisamment compliqué comme ça, bien, les bactéries qui sont dans le rumen, elles, leurs parois cellulaires sont aussi riches en acides gras, en phospholipides essentiellement, mais ces bactéries-là, éventuellement, vont quitter le rumen qui vont servir de nourriture à l'animal. Et les acides gras qui font partie de la paroi des bactéries, bien, elles aussi vont se retrouver éventuellement, peuvent se retrouver éventuellement dans la matière grasse laitière. Donc, ici, c'est un profil en acide gras, c'est un chromatogramme. Là, je ne vous parlerai pas des détails de ça, mais ce qui est important de comprendre, c'est que ici, chaque pic correspond à un acide gras en particulier. Puis, plus le pic est gros, plus il est présent en quantité importante. Donc, ici, vous avez un profil en acide gras d'une ration très classique de vache laitière. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, de le mettre en comparaison avec la matière grasse laitière. Donc, vous voyez la différence entre ce que l'animal mange puis la matière grasse qu'on retrouve dans le lait, c'est une matrice autrement plus complexe. Donc, on dit qu'il y a à peu près 400 acides gras différents qui ont été répertoriés dans la matière grasse laitière pour les raisons que je viens de vous expliquer. Donc, l'alimentation lipidique, c'est intéressant pour l'animal, pour subvenir à ses besoins, pour réduire le déficit énergétique en début de lactation. Par contre, il y a des études dans les années 90 qui ont montré que, bon, là, ici, le supplément, c'était de la graisse animale à proprement parler. Mais ce qu'on voit, bon, en gris, on a le témoin, puis en rouge, on a les animaux qui recevaient la graisse animale. Donc, c'était intéressant, ça faisait augmenter la production laitière. Mais si on regarde au niveau de, par exemple, la caséine, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais la caséine ici, on voit que, bon, ben, elle a diminué chez les animaux qui recevaient la graisse animale, alors que l'azote non protéique, lui, a augmenté, ce qui fait que le ratio caséine sur protéine totale a diminué, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose qu'on souhaite quand on fournit du lait comme matière première à une industrie qui va le transformer en fromage, par exemple. Donc, ça, c'est un peu le contexte dans lequel on a élaboré le projet en question. Donc,
c'était quoi nos objectifs? C'était de déterminer l'impact des suppléments lipidiques sur la production, la composition, les propriétés technologiques du lait, puis de vérifier si ces impacts-là peuvent être modulés par d'autres aspects, comme par exemple la fréquence de traite ou d'autres ingrédients de la ration. Finalement, notre objectif à peut-être un peu plus long terme, c'est de peut-être développer un outil d'analyse commerciale des propriétés technologiques du lait. On le sait qu'on est capable de bien, par infrarouge, à tous les 2 jours, chaque réservoir de lait au Québec et même au Canada est analysé pour son gras, sa protéine, ses solides totaux, mais est-ce qu'on serait capable d'avoir des indices de propriétés technologiques puis de valider que les procédés qu'on fait à la ferme ont un impact qui n'est pas négatif sur ces propriétés technologiques? Donc, on a mis en place une équipe de feu. Donc, vous voyez ici, bien entendu, Julien, Guillaume et moi, mais on a aussi Éric Paquette, qui est notre spécialiste en données massives puis en intelligence artificielle. Yolène Leboeuf, qui est notre assistante de recherche, qui est diplômée de sciences et technologies des aliments qu'on a converti à la production animale. Yvan Chouinard, spécialiste aussi de la nutrition de la vache laitière. Daniel Rico, je vous en ai parlé. Déborah. Puis au milieu, nos vedettes, nos 3 étudiants qui participent actuellement au projet. Donc, on commence avec le premier projet. Il y a 2 pratiques qui améliorent les performances. C'est relativement bien documenté. Par exemple, la fréquence de traite, ça augmente la production laitière. Ça fait quelques années déjà qu'on connaît ça. Puis, la supplémentation en acide palmitique, qui est aussi un ingrédient intéressant pour apporter de l'énergie à notre animal, puis pour ce qui est répertorié aussi pour augmenter la synthèse de gras laitiers. Donc, nos objectifs, c'était bien entendu d'aller voir l'effet de ces pratiques-là sur la production, la composition, la performance des animaux, mais surtout l'interaction entre ces deux pratiques-là sur la performance, mais aussi sur l'aptitude à la transformation du lait, puis les propriétés du beurre. Donc, voilà nos hypothèses. C'était est-ce qu'il peut y avoir une certaine synergie ou est-ce qu'il, dans notre hypothèse, il va y avoir une synergie, si on veut, entre les 2 pratiques pour améliorer ou pour ça va affecter, si on veut, la transformation, l'aptitude à la transformation du lait. Avant d'aller plus loin, ça vient d'où l'acide palmitique? Bon, il faut comprendre que l'acide palmitique, le 16-0, c'est l'acide gras principal du lait. C'est un acide, probablement un des acides gras les plus fréquents dans la nature. C'est 30% minimum de la matière grasse laitière, c'est constitué de façon naturelle par l'acide palmitique. Mais c'est aussi un supplément qui est rendu disponible. Pourquoi il est intéressant pour la vache laitière? C'est parce que c'est un acide gras qui est saturé, puis ça n'affectera pas négativement les bactéries, là, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ça vient d'où ce produit-là? Ben, c'est un coproduit de l'industrie de l'huile de palme. Donc, l'huile de palme est fabriquée essentiellement, ou est extraite, si on veut, pour la consommation humaine. Puis, à travers les différents procédés, il y a un certain fractionnement qui fait qu'on enrichit, si on veut, on va extraire l'acide oléique, le 18,1 qu'il y a dans l'huile de palme, pour l'industrie de la transformation alimentaire. Puis, on reste avec un sous-produit qui est très, très riche en acide palmitique, donc qui contient plus de 85% de 16-0. Ce coproduit-là, pour le valoriser, ben, il recycle, si on veut, en alimentation animale. Donc, notre approche expérimentale, très, très rapidement, on avait ce qu'on appelle un factoriel. Donc, on avait 4 traitements avec et sans gras. Ici, le gras, c'était, bien entendu, l'acide palmitique, un supplément d'acide palmitique qui était fourni à 2% de la matière sèche ingérée de l'animal, donc à peu près 560 grammes par vache par jour. Puis, à l'intérieur de ces 2 groupes-là, on avait 2 sous-groupes qui étaient soit traite 2 fois par jour ou 3 fois par jour, puis des intervalles de traite qui étaient égaux. Donc, à toutes les 8 heures pour un groupe, puis à toutes les 12 heures pour l'autre groupe. Donc, c'était un carré latin, je vous fais fi des détails, là, mais chaque vache ça passait sur tous les traitements dans une séquence qui lui était spécifique. Donc, il y avait 4 périodes, puis chaque période était montée de la même façon, si on veut. Donc, on avait 16 jours d'adaptation au traitement. Puis, on finissait avec 5 jours de collecte. Là, c'est Myriam qui était
à son meilleur dans ces 5 jours-là. Disons qu'elle travaillait probablement 100 heures en 5 jours. Donc voilà, puis la période de collecte, c'était essentiellement divisé en deux. La première partie, c'était vraiment la partie performance où là, on regardait comment les animaux se comportaient, la consommation, le poids, la production, la composition du lait. Puis la dernière phase, c'est là où les étudiants à Julien et Guillaume mettaient la main à la pâte, puis ils venaient récolter le lait pour la transformation. On prenait le lait à Deschambault au centre de recherche, puis on l'amenait au laboratoire pilote ici à l'Université Laval. Puis là, on avait la production de beurre et éventuellement de fromage dont Julien va vous parler tout à l'heure. Donc, si on regarde rapidement là, les résultats, pour ce qui est de la performance des vaches au niveau de la consommation, les animaux ont très bien consommé leur ration, peu importe qu'il y avait du gras ou pas, peu importe qu'ils étaient traités 2 ou 3 fois par jour. Ici, pour ce qui est du poids, là, je vous présente ces graphiques-là vont revenir beaucoup. Là. Donc, vous avez en rouge les animaux qui ne recevaient pas de suppléments lipidiques, puis en jaune, ceux qui recevaient le supplément d'acide palmitique. Puis, les couleurs solides, c'est les animaux qui étaient traits 2 fois par jour, alors que les hachurés, c'est les animaux qui étaient traits 3 fois par jour. Donc, au niveau du poids, on a vu une baisse significative des animaux qui étaient traits 2 fois par jour. Par exemple, ici, c'est en regardant les résultats qu'on s'est dit qu'on n'aurait peut-être pas dû peser les animaux à cette heure-là, parce qu'en fait, c'est une différence d'à peu près 15 kilos. Puis les animaux qui étaient traits 3, on pesait les animaux à 2 heures pour être sûr d'avoir toujours la même distance par rapport à l'alimentation, mais les animaux qui étaient traits 3 fois par jour, ils venaient d'être traits 1 heure avant. Donc, le 15 kilos, c'est probablement le 15 kilos qu'on leur a retiré l'heure d'avant qu'il y avait dans le pic. Donc, il n'y avait pas vraiment de différence de poids entre les animaux dû au traitement. Pour ce qui est de la production laitière, les animaux qui recevaient le gras ont vu leur production laitière augmenter de 4 alors que les animaux qui étaient traits 2-3 fois par jour, on voyait la production laitière augmenter de 7 Il n'y avait pas d'interaction entre les traitements, ce qui veut dire que les effets étaient additifs. Donc, par exemple, la vache qui était traite 3 fois par jour et qui recevait du gras, c'est une augmentation de 11 de la production laitière. 11 c'est très significatif comme augmentation. Au niveau de la teneur en gras, c'est encore là pas d'interaction entre le supplément et la traite. Ce qu'on voit, c'est que les animaux qui recevaient l'acide palmitique ont produit un lait qui était 7 plus gras. Puis les animaux qui étaient traités 3 fois par jour, eux, c'était une baisse de teneur en matière grasse. Puis ça, c'est souvent dû à l'effet de dilution, c'est-à-dire que les animaux produisent plus de lait, mais les composantes sont souvent diluées. Donc, c'était le cas ici pour ce qui est du gras. Par contre, pour la protéine, on n'a pas vu d'effet significatif des traitements. Maintenant, l'efficacité alimentaire, ça, c'est une donnée qui nous intéresse en production alimentaire, en production laitière, c'est-à-dire ça prend combien de kilos de matière sèche pour donner 1 kilo, ou il y a combien de kilos de lait qui est produit par kilogramme de matière sèche ingérée. Donc, on appelle ça l'efficacité alimentaire. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'encore là, on a eu des effets positifs de la supplémentation en acide palmitique et de la fréquence de traite sur ce paramètre-là. Maintenant, pas d'interaction, donc encore là, c'est un effet qui est additif. Donc, c'est quelque chose qui était relativement bien documenté, là, que l'acide palmitique faisait augmenter l'efficacité alimentaire, de même que la fréquence de traite. Mais quand on regarde au niveau de la sécrétion, c'est quand on voit peut-être plus en détail la sécrétion, le nombre de kilogrammes par jour de gras qui est produit selon les traitements, mais on voit qu'il y a quand même une augmentation de 11 de kilos de gras produits par jour chez les animaux qui recevaient l'acide palmitique. Donc ça, 11 c'est énorme. Là. Si on prend les animaux qui sont en début de lactation, là, puis on a un troupeau de 100 vaches, ça fait 11 vaches de moins pour faire la même quantité de gras. Là, fait que c'est relativement significatif. Pour ce qui est de la traite, rappelez-vous, il y avait une diminution de la teneur en gras du lait, mais l'augmentation de la production a compensé, même a dépassé là, les effets négatifs sur la teneur en matière grasse, de sorte que les animaux produisaient 4 de plus. Pour
ce qui est de la protéine, idem, c'est surtout dû à l'augmentation de la production laitière et pour le supplément lipidique et pour la fréquence de trait. Maintenant, avant d'aller plus loin, pour ce qui est de la matière grasse laitière, là, tantôt, je vous dis qu'il y avait 400 acides gras, mais en vrai, il y a quand même 12 acides gras principaux qu'on voit là, puis ils peuvent être séparés selon l'origine. Donc, je vous ai parlé des acides gras de nouveau, c'est les acides gras qui ont de 4 à 16 atomes de carbone sur leur chaîne, alors que les acides gras qu'on dit préformés, qui proviennent essentiellement de l'alimentation, c'est ceux qui ont 16 carbone et plus, donc 16, 18. Puis au milieu, on a les acides gras là, en rouge, les indiquants en rouge, ceux qu'on appelle mixtes, c'est-à-dire qui viennent des deux origines. Donc, quand on va en détail, ce qu'on a vu, on a vu que de donner du gras, bien entendu, ça augmente l'acide palmitique dans le lait. On s'attend à ça, on en donne à l'animal, c'est normal qu'il le transfère. Considérant que c'est un profil en acide gras, là, on voit qu'il y a une augmentation de 18%. Puisque c'est un profil, si tu augmentes quelque chose, il y a quelque chose qui diminue. Donc, les acides gras de novo ont diminué de 16%, puis les acides gras préformés, eux, ont diminué de 6%. Il n'y avait pas d'effet de fréquence de traite ni d'interaction entre les deux. Ce qui est intéressant aussi, quand on va plus en détail, ici, vous avez le 16,0 qui a beaucoup augmenté, mais ce qu'on regarde, c'est qu'il y a d'autres acides gras qu'on n'a pas nécessairement donnés dans l'alimentation qui ont augmenté. Le 16,169. Puis ça, c'est intéressant parce que, on voit là, il y a le 16,0 a augmenté de 17%, alors que le gras a augmenté de 25%, le 16,1 a augmenté de 25%. Ça, c'est la glande mammaire, dans le fond, qui réagit au fait qu'il y a plus d'acides gras saturés qui rentrent dans la glande mammaire. La glande mammaire va s'assurer de désaturer ces acides gras-là pour assurer une certaine fluidité à la matière grasse laitière, pour permettre à la matière grasse laitière d'être sécrétée convenablement. Donc, on a remarqué ça là, sur les deux acides gras, le 16 et le 18,0. On voyait qu'il y avait des effets intéressants à ce niveau. Donc, rapidement, en conclusion, on se rappelle, l'ajout de suppléments de gras, ça a permis d'augmenter la production laitière de 4 la teneur en gras de 7 11 pour ce qui est de la sécrétion de gras. Au niveau de la protéine, pas d'effet sur la teneur, mais puisque ça a augmenté la production, ça a augmenté la production de protéines. Pour ce qui est de la fréquence de traite, de passer de 2 à 3 traites, ça a augmenté de 7 la production laitière, diminuer un peu la teneur, mais ça ne fait pas suffisamment pour réduire la sécrétion de gras quotidienne. Puis ça a augmenté aussi la sécrétion de protéines quotidiennes. Mais ce qui est important aussi, c'est que, en fait, notre hypothèse a été non confirmée. C'est-à-dire que l'effet de la fréquence de traite n'était pas modulé par la supplémentation en acide palmitique et vice-versa. Maintenant, très, très rapidement, la deuxième phase animale, la dernière qu'on a terminée, là, on s'est intéressé, au lieu de s'intéresser à l'acide palmitique uniquement, puis avec son interaction avec la fréquence de traite, on a regardé différents suppléments lipidiques. Donc, l'huile de soya, qui, je le rappelle, est riche en acide linoléique, sel de calcium, d'huile de palme, donc des gras qui sont protégés de l'attaque du rumen, là, qui sont riches en 16,0, 18,1, du suif hydrogéné hydrolysé, riche en 16,0 et 18,0, puis le fameux acide palmitique, finalement le même acide gras qui avait été utilisé dans la première expérience, toujours à 2 sur une base de matière sèche. Prise alimentaire, aucun effet des traitements. Quand on regarde au niveau du lait, ici, là, ça c'est le témoin, là, donc le groupe qui recevait pas de supplément lipidique. Donc, ce qu'on voit, c'est que, bon, statistiquement, l'huile de soya a fait augmenter la production laitière, alors que les 3 autres suppléments, c'était des valeurs qui étaient plutôt intermédiaires là, entre le témoin et l'huile de soya. Par contre, au niveau de la protéine, là, ce qu'on voit, c'est au contraire, c'est l'huile de soya qui avait fait augmenter la teneur, la production laitière, mais on voit que la protéine vraie a diminué en concentration parce que, encore là, pour des effets de dilution. Donc, c'était le cas pour aussi les sels de calcium, là, il y avait des valeurs, des teneurs en protéines vraies qui étaient inférieures. Mais quand on regardait les sécrétions quotidiennes, il n'y avait pas de différence. Au niveau du gras, encore là, ici, vous comparez aux témoins,
L'huile de soya a fait diminuer la teneur en gras, tout comme les sels de calcium. Puis, au niveau de l'acide palmitique, c'est lui qui avait finalement le meilleur effet sur la teneur en gras du lait, si on peut le dire ainsi. Puis, ça se confirmait là, quand on regarde au niveau des sécrétions quotidiennes. Donc, pour cette expérience-là qui était faite essentiellement sur le même dispositif expérimental, là, avec des périodes d'adaptation suivies par une période de collecte, ce qu'on a vu comme effet là, en comparaison aux témoins, c'est que de donner du suif hydrogéné ou hydrolysé n'a pas vraiment affecté la composition du lait. De donner de l'huile de soya, ça a fait diminuer les teneurs en protéines et en gras, surtout par un effet de dilution. Protéines, la dilution, le gras, c'est d'autres choses, mais ça a vraiment fait chuter le gras. Les sels de calcium d'huile de palme, ça a fait diminuer la teneur en protéines, alors que l'acide palmitique, lui, a augmenté la sécrétion de gras quotidien, toujours en comparaison là, avec le traitement témoin. Donc, ça terminerait ma section sur la production laitière. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou si on passe tout de suite. Je ne sais pas, Marie, si… Oui, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Je vais peut-être prendre le temps d'en poser une ou deux, puis sinon, on enfilera tout de suite. Moi, j'ai toujours tendance à revoir comment c'était avant. Puis, à l'époque où les vaches mangeaient juste du fourrage puis du foin sec, par rapport aux vaches aujourd'hui qui mangent de l'ensilage, tout ça, est-ce qu'il y aurait une grosse différence dans leur profil d'acide gras? Oui et non, ça dépend de qui on compare avec quoi. Mais dans le temps, ce qu'il y avait, surtout ce qu'on voyait comme modification, c'est que l'hiver, les animaux étaient nourris de foin, ce qui est généralement qui va favoriser une digestivité plus lente de la fibre. Puis souvent, quand on voit ça, souvent, on va voir les acides gras de novo augmenter. Donc, les acides gras à courte chaîne, le 6 à 14 carbone, ces acides gras-là vont augmenter. Donc, les autres vont diminuer. Alors que quand ils sortaient au pâturage l'été, là, à ce moment-là, ça augmente le transit digestif. Donc, les acides gras sont beaucoup moins hydrogénés dans le rumen. Donc, on va voir plus d'acides gras trans dans le lait d'acides gras linoléiques conjugués qui sont, soit dit en passant, qui ont quand même des propriétés bénéfiques pour la santé. On voyait aussi beaucoup plus pas tant d'acides gras oméga 3 dans le lait, mais on voyait plus d'acides gras polyinsaturés dans le lait l'été. Maintenant, l'ensilage, c'est comme c'est quelque chose de plus stable, je dirais, là, de nourrir les animaux aux ensilages, mais ça dépend des ensilages. L'ensilage de luzerne va améliorer le transfert de certains acides gras. Un ensilage de graminées va faire va avoir un autre effet là, sur le profil en acide gras. Fait que j'ai pas de réponse très claire à donner, mais oui, effectivement, peu importe qu'est-ce que tu changes dans l'alimentation, souvent la première chose qui va changer, c'est le profil en acide gras. On a toujours des effets, nous. Oui, parce que aussi, ce que j'ai compris dans ta réponse, c'est que probablement la variabilité du lait été-hiver était plus grande dans ce temps-là parce qu'ils ne mangeaient pas d'ensilage toute l'année. Oui, exactement. L'adaptabilité à la transformation devait être encore plus intense à faire dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Il y en a encore, là, on le voit, là, qu'il y a déjà des effets l'été là, marqués, mais c'était pas les. C'était effectivement beaucoup plus grand là, dans le temps. Ouais. Okay, je prends la chance. Mais d'après moi, je suis sûre que Julien va répondre à cette question-là à sa section, mais on a parlé de protéines tout le temps, mais protéines sériques, caséine, est-ce qu'il y a une différence quand on parle que ça augmente ou que ça diminue les protéines? C'est surtout les sériques ou les caséines ou les deux? Oui. Nous, pour l'instant, les fractions protéiques sont en cours d'analyse, mais on va tout avoir ces réponses-là éventuellement. Mais Julien, toi, sont finis ces analyses-là sur les teneurs en caséine? Je ne les ai pas avec moi, mais il me semble qu'il n'y a pas d'effet significatif dans les ratios caséine protéines totales. Ah, OK. Bon. Ça, de mémoire, je n'ai pas les données avec moi. OK, c'est bon.
Bien, je ne vois toujours pas de questions, fait que je pense que je vais vous laisser continuer, bon an, mal an. Parfait. Non, Merci. Au pire, s'il y en a qui apparaissent, gênez-vous pas là, en cours de route. ou à la Ah, fin. attends, justement. Bon, il y en a une. Sur la dernière diapo, C'est bon, on il va. voyait une portion pour la tartinabilité du beurre, mais il n'y a pas de données. Avez-vous analysé cela? Oui, je voulais pas vendre le punch à Guillaume, fait que ça s'en Bon, vient. ben, ça s'en vient. C'est imminent. On va être patient. Merci. Ça ne sera pas très long. Donc, on poursuit? Oui, oui. Je prends oui. je prends ça pour un oui. Le temps que j'enlève le mute, oui, on poursuit. D'accord, Merci. excellent. Donc, on a vu les changements importants qui amenaient les changements au niveau de la nutrition de la vache, donc l'ajout de suppléments lipidiques dans la superbe usine qu'est la vache laitière. Ça amène d'importantes transformations au niveau de la composition et de la qualité du lait. Puis nous, de notre côté, plus côté transformation, Julien et moi du côté beurrier, Julien du côté fromager, on a regardé un peu l'impact justement de ces changements-là sur l'efficacité de la transformation, mais aussi la qualité du produit en fin de transformation. Donc, fabrication beurrière 101 accélérée, c'est juste pour dire ici qu'on recevait du lait qu'on a dû écrémer, standardiser à, je crois, standardisé à 42 de matière grasse, chacune de nos crèmes pour les différents laits qu'on obtenait avec les différents traitements qu'on a vus. Et donc, on produisait une crème à environ 42 Et Julien travaillait, lui, de son côté, sur la standardisation du lait crémé. Je vais lui laisser expliquer plus en détail qu'est-ce qu'ils ont fait de leur côté pour la production fromagère. Mais nous, de notre côté, on utilisait une baratte en mode batch, donc une petite baratte qu'on peut retrouver quelque chose de semblable, mais à plus grande échelle dans certaines entreprises qui sont plus petites en transformation beurrière. Maintenant, surtout, le barattage se fait surtout en continu avec des petits remèdes. Mais par contre, ça nous permettait quand même de baratter, donc de faire un cisaillement nécessaire de la crème et d'obtenir une inversion de phase et ultimement de soutirer le beurre pour récupérer le grain de beurre qu'on mélangeait par la suite avec un mélangeur ici que vous avez peut-être reconnu, le fameux KitchenAid de cuisine, mais qui fait très bien le travail ici pour, entre autres, mélanger le grain de beurre ensemble, d'obtenir une belle masse beurrière et aussi standardiser notre beurre au niveau de sa composition en matière grasse. Donc, on standardisait à 80 Comme se fait finalement, le 80 c'est la valeur qui est reconnue comme la valeur légale pour qu'on puisse appeler du beurre finalement. Et aussi, on faisait un salage ici. Donc, on produisait un beurre salé. Donc, pour répéter un peu l'approche expérimentale, c'est juste pour dire qu'on a finalement récupéré le lait que l'équipe de Rachel avait produit finalement. Donc, on avait 100 gras et avec supplément lipidique, 2 à 3 traites, toujours dans ce fameux carré latin. Donc, et on regardait, nous, l'impact finalement de chacun de ces traitements-là, ces 4 traitements-là sur la production et la qualité. Donc, au niveau des résultats, au niveau de la texture du beurre, bien sûr, on a regardé finalement, on a entendu beaucoup de choses autour de ça, l'impact des suppléments lipidiques sur la dureté du beurre. Donc, ici, on a regardé la dureté ou, si vous préférez, la fermeté du beurre. On a regardé la fermeté à 4 degrés, mais aussi à 20 degrés Celsius. C'est ce qu'on a remarqué. Dans le cas à 4 degrés, on avait une augmentation finalement de la fermeté du beurre à 4 degrés qui était significatif pour les laits, les crèmes, si vous voulez, qui avaient reçu un supplément lipidique. Pour seulement 2 traites, il n'y a pas d'effet significatif pour la traite ni pour l'interaction traite-supplément lipidique. Donc, une légère augmentation, une bonne augmentation finalement de la dureté pour le lait qui était récupéré 2 fois par jour. Si on regarde la dureté à 20 degrés Celsius, là, on remarque que déjà, on est dans des valeurs moins élevées que par rapport à 4 degrés. Ça, c'est bien connu. Plus on augmente la température, plus on se rapproche du point de fusion moyen de la matière grasse. Donc, à 20 degrés, on a une bonne partie de la matière grasse qui se trouve sous forme liquide. Et donc, on a une dureté qui est vraiment moins élevée. Et ici, on voit vraiment un effet aussi significatif, mais dans le cas présent, donc pour les laits qui avaient reçu, les vaches qui avaient reçu un supplément lipidique. Donc, on a presque
une augmentation d'un tiers finalement de la dureté du beurre. Par contre, on n'a pas vu d'effet sur la taille des globules de gras. Donc, il n'y avait pas d'effet significatif pour aucun des traitements émis lors d'interaction dans cette époque. Donc, voilà pour la dureté du beurre. Et maintenant, ici, on va regarder ce qu'on a appelé tout à l'heure, on l'a mentionné, hein, la tartinabilité, qui pourrait être définie un peu comme la résistance à l'écoulement du beurre, qui se retrouve ici. On a un appareil particulier avec une sonde dans laquelle on retrouve une petite cupule dans laquelle on peut mettre notre beurre ici. Et si la vidéo fonctionne bien, on va voir que lorsque on applique finalement une force finalement sur cette masse de beurre-là, le beurre va finalement s'étaler à l'intérieur de cette cupule, être même expulsé dans ce cas-ci pour un beurre qui est peut-être plutôt à température pièce. Et donc, justement, on a regardé finalement les effets de ça sur la tartinabilité, la résistance à l'étalement, à la fois, encore une fois, à 4 degrés Celsius, où on pourrait garder notre beurre pendant un certain temps, et aussi à 20 degrés Celsius. On voit déjà tendance à l'augmentation à 4 degrés Celsius. On est dans des résistances à l'étalement vraiment beaucoup plus élevées aussi, entre 300 et environ 400. Donc, on a une tendance ici, ce n'est pas significatif au niveau statistique, au niveau de la matière grasse, mais encore une fois, le nombre de traites ou l'interaction entre le trait et l'ajout de suppléments dans le lait, dans la ration, je veux dire, de lavage, mais il n'y a pas eu d'effet significatif. On voit des effets qui sont significatifs pour les suppléments lipidiques à 20 degrés Celsius. Donc, on a une augmentation finalement de la résistance à l'écoulement, à l'étalement, c'est-à-dire la tartinabilité. C'est plus dur si on prenait ce beurre-là à 20 degrés Celsius, bien, ce serait vraiment plus difficile finalement de l'étendre sur notre tranche de pain, de beurrer notre tranche de pain ou notre toast, si vous voulez. Et par contre, on voit quand même que ces différences-là, malgré qu'elles soient significatives, c'est quand même au niveau de la magnitude, de la force qui est nécessaire à appliquer de façon supplémentaire. C'est peut-être 2 fois plus grand, mais ça reste quand même sur une échelle qui est plutôt faible, de 50 à 100 ici, versus ce qu'on voyait à 4 degrés Celsius, on a besoin de vraiment mettre un peu plus si vous me permettez, de jus de bras finalement pour étaler notre beurre sur notre toast à 4 degrés Celsius. Donc, on a quand même des effets significatifs avec l'utilisation des suppléments lipidiques pour la tartinabilité à 20 degrés Celsius. Et donc, tout ça, finalement, ben, on sait que dans notre lait, on a une bonne partie de la matière grasse qui est finalement environ 30%. Je ne dis pas d'idiotie. Reprends-moi, Rachel, mais ce qu'on a vu surtout, c'est qu'on avait une augmentation du 16,0 dans les laits qui étaient supplémentés avec des suppléments lipidiques. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Mais ça modifie finalement le point de fusion. Comme on peut le voir ici, la supplémentation lipidique de la vache a eu un effet significatif sur le point de fusion. Et donc, c'est ça qui peut expliquer, entre autres, finalement, l'augmentation de la dureté et la résistance à l'écoulement. Donc, en ayant plus de 16,0, on augmente le point de fusion. Donc, on a plus de matière grasse solide à une température donnée. Et donc, pour notre beurre, par exemple, à 20 degrés Celsius, lorsqu'on se rapproche finalement du point de fusion, justement, du 16,0, on peut voir que la dureté, finalement, de notre beurre va être augmentée de façon importante. Et tout ça, c'est dû justement à ce point de fusion-là. Donc, on a un décalage, finalement, du point de fusion vers des valeurs légèrement plus élevées, finalement, pour nos vaches qui ont reçu des suppléments. Et au niveau de la fabrication beurrière, là, on a vu que ça avait un certain impact sur la texture du beurre, particulièrement à des températures plus élevées. Au niveau de la fabrication beurrière, on n'a pas vu vraiment d'impact significatif des 4 paramètres qu'on a testés. Donc, la taille des globules de gras n'était pas modifiée. Si, par exemple, on avait eu des globules plus petits, on aurait peut-être eu par exemple, des temps par la suite, des durées de barattage plus longues. On avait déjà des durées de barattage particulièrement longues et on n'a pas vu dans ce cas-ci non plus des différences entre les différents traitements. Et non plus sur les rendements de masse de beurre, donc pour les 4 traitements qu'on a vérifiés, on obtenait toujours à peu près la même quantité de masse de beurre, de rendement beurrier, si vous voulez, en fin de production.
Donc, si on reprend les conclusions de Rachel, on a vu que la fréquence de traite n'influençait pas vraiment n'influençait pas vraiment les paramètres de production. Par contre, on a vu que la supplémentation en acide palmitique avait des effets sur le gras et il y avait aussi un effet Les effets sont additifs. Les effets sont additifs avec la fréquence de traite. Donc, comment ça se traduit finalement en fabrication beurrière? On voit que l'ajout de l'acide palmitique influence finalement la composition en gras qui, elle, va influencer, ça c'est pas vraiment une grande surprise, mais va quand même influencer la texture du beurre. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, on n'a pas vu d'effet sur le procédé de fabrication avec le mode de production que nous, on utilisait, donc avec une baratte en batch. Par la suite, on s'est intéressé finalement à la deuxième phase animale dans laquelle on utilisait différents types de suppléments. Donc, juste pour rappeler ici, là, comme Rachel l'a mentionné précédemment, on a utilisé soit une supplémentation avec de l'huile de soya, des sels de calcium d'huile de palme, du sucre hydrogéné hydrolysé et de l'acide palmitique. Donc, on a regardé, encore une fois, cette fois-ci, l'impact en fabrication beurrière et aussi sur la texture. Donc, en fabrication, on a juste fait une petite modification parce que 2 heures de barattage, c'est quand même assez long. Lorsqu'on a beaucoup de beurre à barater dans une journée, ça peut impliquer quand même de très longues heures au laboratoire. Et donc, on a utilisé plutôt un mélangeur à cisaillement, si vous êtes familier avec le Stéphane. Donc, c'est un mélangeur qu'on peut maintenir la température avec un bol qui est à double paroi. Et il y a un peu comme un blender ou un mélangeur haute vitesse que vous avez à la maison là, pour préparer vos smoothies préférés le matin. Donc, un mélangeur à haut cisaillement comme ça, qui permet de faire une inversion de phase de la crème en beurre plus rapide. Ça prenait autour de, je crois, autour de 8 ou 10 minutes là, selon les traitements. Et ensuite, on a poursuivi avec les étapes normales avec le mélangeur pour standardiser la masse de beurre et le sel. Donc, ici, on peut voir le mélangeur au cisaillement en action rapidement, qui nous permettait finalement d'obtenir cette belle masse de beurre par la suite qui était mélangée dans notre kitchen. Fantastique. Et donc, au niveau de la propriété de texture des beurres, on a vu que finalement, par rapport aux témoins, bien sûr, l'augmentation de la résistance à la tartinabilité, comme on avait vu précédemment avec les supplémentations en acide palmitique, mais aussi une diminution finalement de la résistance à la tartinabilité, donc un beurre qui se tartinait de façon vraiment plus facile finalement avec l'huile de soya, qui est bien sûr plus concentré en acide gras à longue chaîne, en longue chaîne insaturée, ce qui diminue finalement les points de fusion et permet d'avoir des bonnes propriétés de tartinabilité en dehors du frigo. Et entre tout ça, finalement, on a le sucre et les sels de calcium d'acide palmitique. Donc, voilà au niveau de la tartinabilité, des impacts. Et ici, on montre aussi où se trouverait la margarine, finalement, par rapport à ces beurres-là qui ont été produits. Donc, on remarque que, finalement, pour les beurres, on a utilisé l'huile de soya comme supplément lipidique pour la vache. On a vraiment une résistance à la tartinabilité qui se rapproche, finalement, à celle de la margarine à température fixe. Par contre, donc à 4 degrés Celsius, donc à une température qui est plus froide, donc à la température de notre frigo, on remarque cette fois-ci qu'il n'y a pas de différence significative finalement entre la résistance à l'étalement avec le témoin, entre le témoin et les vaches qui ont été supplémentées avec de l'acide palmitique. Encore une fois, seulement finalement les vaches qui ont reçu le supplément en huile de soya, on voyait une diminution de la résistance à la tartinabilité à l'écoulement à 4 degrés Celsius. Et sinon, on a finalement seulement des changements significatifs entre les sels de calcium du supplément d'acide palmitique et justement le supplément d'acide palmitique. Donc, en conclusion, on a vu qu'on observait des changements de composition du lait et ces changements de composition-là affectaient la texture du beurre, particulièrement au niveau de sa tartinabilité. Donc, pour le sucre hydrogéné et hydrolysé, on n'a pas vu de changement significatif. On a vu des augmentations finalement
de la tartinabilité pour l'huile de soya. Aucun changement pour les sels de calcium d'huile de palme et enfin, une diminution marquée de la tartinabilité à 20 degrés Celsius pour les vaches qui recevaient des suppléments en acide palmitique. Donc, c'est intéressant comme résultat quand même parce qu'on a vu que ça amène quand même des défis de changer finalement la composition du lait via l'utilisation de suppléments. Et donc, on pourrait envisager dans l'avenir de développer des solutions à la ferme pour justement essayer de diminuer cet impact-là lors de la transformation, particulièrement ici de la transformation d'orge. Donc, ça conclurait pour moi. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir direct. Bon, j'y arrive. La vidéo ne voulait pas décrocher. Je ne vois toujours pas de questions. J'en ai une, par contre, une ou deux. Un des gros défauts avec la matière grasse quand on fait de la transformation, c'est l'oxydation de la matière grasse. Est-ce que c'est un élément qui risque d'être affecté? C'est sûr qu'on change les profils des acides gras, mais est-ce qu'il y en a qui sont plus sujets à l'oxydation? Est-ce que ça pourrait aider à réduire ce défaut-là? Vas-y. Au niveau de la rancidité, pour les les défauts organoleptiques, oui. Pour les suppléments d'acide palmitique, bien sûr, on augmente finalement le 16,0. Donc, c'est un acide gras qui est saturé. Donc, on va probablement diminuer la susceptibilité de ces beurres-là à l'oxydation. D'un autre côté, par exemple, lorsqu'on utilise de l'huile de soya, par exemple, là, on sait qu'on augmente finalement les concentrations, par exemple, en 18,1, un acide gras qui est insaturé, même surtout en 18,2. 18,2. Ça rend le lait très sensible à l'oxydation. Et donc, ces beurres-là vont être vraiment beaucoup plus sensibles à l'oxydation, surtout si on les garde à température pièce. Donc, la température, si on les laisse à la lumière, tout ça, ben, ces beurres-là vont être excessivement sensibles à l'oxydation, puis ils vont développer des goûts rances et désagréables. OK. Il y a une question. Est-ce que la différence de la composition peut changer la rétention d'eau au sein du beurre? C'est une bonne question. On ne l'a pas mesuré de façon spécifique, mais c'est certain que le type d'acide gras qui est présent va changer le type de... là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Là, le type de cristaux, la taille des cristaux, parce que la matière grasse cristallise finalement lorsqu'on la baratne à plus faible température, qu'on la mature, même lorsqu'on mature la crème avant le barattage. Et le type de cristaux va influencer vraiment beaucoup la texture. Et qui dit influencer la texture, ben, on va aussi influencer finalement plus ou moins la rétention de l'eau finalement de notre beurre. Donc, on pourrait avoir des beurres qui seraient plus sensibles à l'exsudation en surface. Des fois, on voit ça dans des beurres commerciaux, donc une certaine quantité d'eau présente à la surface du beurre. On ne l'a pas mesuré de façon spécifique, ça serait intéressant de le faire. Il faudrait vraiment développer une méthode particulière pour ça. Je sais qu'il y a des choses qui se font de façon plus ou moins qualitativement, finalement, dans l'industrie. On utilise beaucoup les papiers water. On ne l'a pas fait ici parce qu'on n'a pas on n'est pas entraîné nécessairement pour regarder les différences qu'on obtient à ce niveau-là, mais c'est certain qu'il peut y avoir des différences au niveau de la rétention de l'eau. Mais est-ce que je me trompe ou on a même, à la limite, standardisé la teneur en eau des beurres? Je parle, tu sais, pour la fabrication. Oui, bien, c'est sûr qu'on standardise la quantité de matière grasse. Donc, on va avoir une quantité d'eau dans le beurre qui va être initialement la même, mais ce beurre-là certains beurres ont tendance à exuder plus facilement, à libérer de l'eau puis à avoir plus d'eau en surface. Genre d'affaires qu'on pourrait peut-être essayer de faire pour le dernier projet. Oui, ça serait vraiment intéressant. Puis on a beaucoup d'idées à ce niveau-là. On voulait trouver une technique qui était quantitative pour mesurer ces choses-là, que le fameux papier water, qui donne une empreinte finalement de l'eau présente sous forme de gouttelettes à la surface du beurre. On a une autre question. Il y a un merci là, pour la personne qui a posé la question. Mais j'aimerais ça dire de façon plus précise, c'est quel traitement qui favorise plus ça, mais ça, on ne l'a pas encore regardé spécifiquement. Parfait. Est-il possible qu'il y ait eu des différences de temps de maturation de la crème entre ces différents tests? Non, ça, c'était standardisé. J'ai oublié de le mentionner.
on standardisait la maturation pour justement éviter, parce qu'on sait que la maturation, le temps de maturation, les températures de maturation, tous les traitements ont subi les mêmes températures et les mêmes temps de maturation de la crème. Si je peux peut-être rajouter, c'est ça qui est difficile dans un projet de recherche, hein, on voudrait tout regarder en même temps. Là, on a pris la décision de standardiser les choses dans une première étape, mais l'idée éventuellement derrière ces projets-là, puis là, je ne veux pas faire peur à aucun transformateur laitier, mais c'est de voir si éventuellement on ne pourrait pas justement ajuster les procédés de transformation pour optimiser les produits qu'on va produire avec des laits qui peuvent être de composition différente. Donc, c'est un long travail en devenir, mais la question est excellente. C'est un peu, ça fait partie des objectifs qu'on a à plus long terme. C'est pour ça qu'on a quelqu'un spécialisé en gestion de données massives et d'intelligence artificielle. C'est sûr qu'éventuellement, on aimerait être capable de prédire finalement l'impact de la qualité du lait, de la crème sur les différents procédés, autant sur le beurre qu'en fromagerie. On a une autre question. Est-ce qu'on s'est intéressé à la température de cristallisation de la matière grasse au refroidissement après pasteurisation? Ben justement, on a toujours maturé à la même température. On a essayé de faire les mêmes, que tous les traitements reçoivent la même maturation, c'est-à-dire qu'on ait aussi la même diminution en température, le même niveau de diminution de la température. J'ai juste... la même refroidissement. Refroidissement, j'ai juste diminution de rate. J'ai essayé de trouver... Et donc, non, c'est ça, ça a été standardisé. Donc, on a cristallisé nos crèmes à 10 ou 12 degrés. Je crois que c'était 10 degrés Celsius. Pendant 16 heures, parce qu'on recevait le lait en milieu de journée, le temps qu'il arrive à l'université, qu'il soit traité et crémé, tout ça. Et donc, Je suis désolée, mais je l'amenais très tôt. Tu l'amenais très tôt, c'est peut-être plus de notre côté que ça prenait du temps de faire ça, là, mais finalement, ça prenait à peu près 16 heures de maturation dans tous les cas. Donc, on n'a pas regardé l'impact nécessairement du temps de maturation, des températures de maturation. Tout ça, ça serait vraiment intéressant à faire, mais ça prend toute une coordination, là, comme on l'a dit tantôt, là, de recevoir différents types de lait, les standardiser, produire la crème, de barater tout ça. Donc, il y avait des enjeux là, ici au niveau de la coordination de toute la production, tout ça, pour essayer, comme Rachel l'a dit, d'être toujours constant entre les différents traitements. Mais est-ce qu'on pourrait le mesurer, ça, l'effet? Parce que là, la question, peux-tu répéter la dernière portion? Oui. Est-ce qu'on s'est intéressé à la température de cristallisation de la matière grasse au refroidissement après pasteurisation? Ouais. Donc, oui, on a pasteurisé notre crème, puis justement, après ça, on l'a refroidi pour la maturer. C'est toutes des choses qui seraient vraiment intéressantes à faire. Puis on a-tu les appareils nécessaires pour mesurer ça, tu sais, comme une espèce de patron temporel de la cristallisation? Ben là, ça, c'est plus difficile un peu. Ça prend la diffraction au rayon X, un appareil vraiment particulier pour mesurer l'état, la morphologie cristalline des cristaux qui sont produits. La matière grasse se cristallise en différents types de cristaux. On appelle ça des cristaux bêta, alpha et bêta prime. C'est juste des noms qu'on leur donne, mais chacun de ce type de cristaux-là, ils ont des propriétés différentes, ce qui va influencer aussi la texture du produit à la fin. Donc, ça serait vraiment intéressant de le faire. Il faut juste développer cette méthode-là pour pouvoir le faire. Au juste, il a bien dit juste. C'est juste. Ben, c'est ça. C'est pas facile à faire, donc, mais de faire ça en suivant le procédé, c'est le défi. Je vois plus d'autres questions, mais moi, j'en ai une autre petite question de curiosité. Quand tu as présenté ton échelle au niveau de la dureté avec la margarine à 20 degrés, mais quand tu as présenté les résultats à 4 degrés, on voyait que c'était un petit peu plus dur naturellement, mais on n'a pas vu l'échelle de la margarine, où est-ce qu'elle se situe? Est-ce que c'est encore aussi proche pour l'huile de soya ou c'est... On n'a pas mesuré. C'est parce que la margarine, on l'a juste mesurée à 4 degrés. Ce qu'on compare à 20, c'est la margarine à 4 parce qu'à 20, elle aurait été en huile, là, la margarine. Ouais. Mais ce qui est intéressant de noter, par exemple, c'est
moi, je trouve phénoménal la difficulté quand on dit là, que l'acide palmitique a de l'impact sur la résistance à la tartinabilité, certes, mais quand tu regardes la température, ça n'a rien à voir. Là, juste une différence là, on aurait mesuré à 8 degrés, puis on aurait plus de différence entre 4 et 8. J'ai l'impression qu'entre 600 grammes d'acide palmitique, qui est énorme comme dose, là, il n'y a pas beaucoup de producteurs qui donnent. Au Québec, je ne pense pas qu'il y a des producteurs qui donnent 600 grammes d'acide palmitique parce que c'est un produit qui coûte très cher. Puis souvent, quand ils vont en donner, c'est juste en début de lactation. Là, fait que le lait qui arrive à l'usine est rarement aussi enrichi que ça. Fait que, tu sais, faut mettre des nuances là, sur ces différences-là. Donc, on va peut-être pouvoir le sentir légèrement, la différence, mettons, à 20 degrés Celsius, mais en bas de 20 degrés Celsius, plus qu'on va se rapprocher finalement de la température du frigo, près de la température du frigo, ça va de plus en plus difficile de percevoir ces différences-là. Bon, parfait. On a encore pas d'autres questions, fait que je laisse Julien reprendre la balle là. Merci. Terminer la saison. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Chaise musicale. Parfait. Puis avant de commencer, là, j'ai notre super Maud, l'étudiante dans le projet, qui a répondu à la question sur le ratio caséine sur protéines vraies, puis il n'a pas bougé dans la dernière phase animale. Donc, Marie, tu me posais la question, là, voilà la réponse. Parfait, Puis sinon, merci. ça me fait vraiment plaisir de faire cette présentation-là. Je ne m'ai pas vu souvent présenter des résultats de fromagerie parce que c'est la première fois depuis le début de ma carrière que je présente des résultats de recherche, donc j'en suis très content. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien mesurer en fromagerie quand on veut pouvoir comparer les propriétés technologiques de différents laits? Ben, comme Rachel le dit, on l'a vu très, très largement au début du projet parce qu'on voulait tout faire. Mais donc, on a ciblé des étapes. Donc, c'est quoi l'impact de nos traitements à la ferme sur la coagulation, l'égouttage en cuve, les rendements et les propriétés en affinage? Il y avait une chose qui était vraiment importante pour moi au début du projet. Je ne voulais pas qu'on regarde simplement les conséquences de la production. Bon, je vous donne un exemple. Si on nourrit des vaches avec des bonbons ou du chocolat, c'est sûr que le lait qui a le plus de caséine et de matière grasse va être celui qui va donner les meilleurs rendements, va donner les meilleurs affermissements, plus grande fermeté. C'est pas ça que je voulais voir. Donc, pour cette raison-là, bon, Rachel l'a présenté, là, on a des laits plus gras. Donc, nécessairement, si on n'avait pas standardisé ceux qui avaient plus de gras devraient donner les meilleurs rendements. Mais encore une fois, ce n'est pas ce que je voulais. Pour moi, c'était vraiment important de répondre à notre hypothèse, de voir. Donc, l'hypothèse de départ, c'est que les traitements à la ferme affectent le profil d'acide gras du lait, mais je voulais vraiment voir c'est quoi l'effet du profil d'acide gras sur les propriétés fromagères. Donc, nos laits qui avaient différentes compositions, on les a standardisés en caséine, en matière grasse, pour être certain là, que les différences qu'on voit sont vraiment dues à la distribution des acides gras dans le lait. Donc, les mêmes phases qui ont été présentées précédemment. Donc, les résultats disponibles, là, il y a seulement la première phase du côté de la fromagerie qui sont prêts. Puis pour vous présenter la méthodologie un peu, là, c'était vraiment beaucoup de travail. Là. Vous voyez l'image en haut à gauche, il y a beaucoup de monde dans le labo parce que tous nos procédés sont en batch. Autant la pasteurisation que l'écrémage, l'ultrafiltration pour standardiser en caséine. Puis tout ça, ben, c'est fait à la main. Donc, on générait une crème, un rétentat, puis avec une matrice de calcul, on arrivait à calculer donc, les différentes proportions de nos 3 différents intrants mélangés ensemble pour avoir la même teneur en caséine, même teneur en matière grasse. Il ne fallait pas se mélanger la chaudière non plus avec les 4 différents laits, pasteurisé, pas pasteurisé, écrémé, pas écrémé, là, concentré, c'est les premières fois, là, ça a été tout un casse-tête. On y est arrivé, on en est très fiers, puis on remercie l'équipe. Il y avait un bon chef d'orchestre au labo. Donc, notre méthode de fabrication, vous avez peut-être déjà vu nos cuves en parallèle au lab pilote. Donc, on en a 3. On avait 4 traitements. Donc, quand la première cuve était terminée, on commençait le 4e traitement. Puis chaque cuve était, on avait un décalage de 20 minutes entre les procédés. Donc, on avait des cibles d'HFD, de gras sur sec. Vous voyez que c'est assez constant dans les résultats de fabrication qu'on en a. Peut-être un petit peu le sel sur eau qui avait plus de variabilité. Ça, c'est une erreur qui est humaine, mais ça ne va pas vraiment affecter nos résultats par la suite. Donc, dans 4 parties, de la coagulation jusqu'à l'affinage des fromages. Donc, quand on regarde la coagulation, 3 points importants, la prise, la fermeté après un temps donné, puis la vitesse de raffermissement. Il n'y a pas eu beaucoup de différence. Puis c'est un peu plate, là. Vous allez voir qu'il n'y a pas bien de différence, peu importe les paramètres qu'on a regardés. Mais vous voyez qu'il n'y a pas il n'y a pas de différence significative pour les cinétiques de coagulation. Donc, il y a un décalage, mais il n'y a pas de différence significative. C'est-à-dire que ce n'est pas nos traitements qui expliquaient les différences de nos courbes de coagulation.
Donc, autant sur le temps de prise, la vitesse de raffermissement que notre fermeté, pas de différence significative, autant là, pour l'utilisation d'acides gras saturés que pour la fréquence de trait. À l'égouttage, même chose. Là, ce qu'on a voulu voir, la vitesse d'égouttage, pour faire ça, on a pris des échantillons de cahiers de notre cuve à différents temps. On a regardé l'extrait sec de notre cahier aux différents temps, puis on l'a rapporté par rapport à l'humidité initiale. Pour pas que, bon, l'humidité, on la calcule sur l'extrait sec total, pour pas que, par exemple, la teneur en lactose variable qu'on n'a pas standardisée puisse affecter les résultats. Et encore une fois, aucune différence significative, c'est-à-dire que de l'ensemencement jusqu'au moulage, peu importe le traitement qu'on a utilisé, on n'avait pas de différence de composition. Donc, non plus, pas de différence sur les rendements. Comme l'égouttage, coagulation constante, égouttage constant, pas de différence sur l'humidité. Bon, c'est sûr qu'il y avait une petite variabilité interproduction, c'est normal, on a fait tout ça à la main. Donc, on a ajusté nos rendements à une humidité fixe. Pas de différence significative. Mais vous voyez peut-être que des petites données qui ont pas de sens, là, donc un rendement beaucoup plus faible sans la supplémentation avec 3 traites par jour. Par contre, cette différence-là, elle n'est pas expliquée par nos traitements, encore une fois, à la ferme. Notre modèle statistique qui est vraiment puissant. On remercie nos experts en stats. Donc, les différences qu'on a vues, là, autant sur la rétention donc ici, là, sur la rétention de la matière grasse, notamment, là, elle n'est pas expliquée par nos traitements. Avoir des différences, ça s'en vient. Donc, au niveau de l'affinage, quand on affine un fromage, c'est comme si on faisait un peu la déconstruction moléculaire de nos composantes. Ça, c'est vrai pour les protéines, la matière grasse. Donc, nos protéines, au fil de l'affinage, vont se faire découper par les enzymes du fromage qui proviennent autant du coagulant que des ferments, que des enzymes naturelles du lait. Au niveau de la lipolyse, Rachel parlait des triglycérides. Nos triglycérides vont se faire détacher au cours de l'affinage avec des lipases qui peuvent être présentes dans le fromage pour générer des acides gras libres. Au niveau de la protéolyse, comment est-ce qu'on présente ça en science? Bien, on regarde les différentes fractions azotées. Donc, quand on regarde les protéines totales, on regarde toute l'azote dans le fromage, mais à mesure que nos protéines se font découper, elles sont de plus en plus solubles dans l'eau. Donc, un des indicateurs qu'on peut utiliser pour caractériser l'affinage, c'est l'azote soluble par rapport à l'azote total. Au cours du temps, vous voyez qu'il y a une augmentation, mais encore une fois, là, on reprend la même échelle de couleur, pas de différence significative, mais ça, j'amène une nuance, là, nos fromages étaient quand même seulement affinés 3 mois. Donc, si on poursuivait l'affinage, on voit qu'il y a une tendance qui s'installe au dernier mois, puis je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas dans le bas. Là. Ici, si vous voyez mes souris, à droite complètement, c'est après 3 mois. Ça semble avoir une tendance statistique, mais elle n'était pas significative après 3 mois. Au niveau de la lipolyse, bon, enfin, une différence. La lipolyse, donc, ce qu'on regarde, c'est le dosage des acides gras libres dans le fromage au cours du temps. Donc, après 84 jours, puis même après 28 jours, là, on avait une différence significative sur la fréquence de trait. Donc, la supplémentation en acides gras n'a pas joué du tout. Vous voyez, là, les barres rouges foncées et les barres jaunes foncées sont toujours à la même hauteur. Par contre, celles qui sont hachurées sont nettement plus hautes. En production, sur le lait cru, le lait entier, on n'avait pas vu de différence sur la lipolyse, mais on a sûrement installé quelque chose dans le bassin à la ferme parce que nettement, là, dans le fromage, il y a quelque chose. Et qu'est-ce que ça fait sur la lipolyse, la libération d'acides gras libres? Ben, quand on n'en a pas beaucoup, on est content. Quand on en a de façon excessive, on peut quand même générer des dépôts aromatiques. Notamment, peut-être que vous avez déjà goûté des fromages qui sont très, très piquants. Ça, c'est dû à la libération du C6. Bon, là, vous voyez, ce n'est pas des qualificatifs qui sont très, très positifs là, dans les acides gras qui peuvent être libérés. Par contre, présents en petite quantité, peuvent typer les produits. Là, j'amène de la nuance. Je ne peux pas dire encore si la fréquence de traite affecte positivement ou négativement. Donc, la lipolyse peut être positive ou négative. Par contre, on voit un impact sur le déroulement de l'affinage avec la fréquence. Donc, si je résume les différents traitements, les différents résultats qu'on a eus en fabrication, ben, en tout cas, sur des laits standardisés comme on avait, c'est sûr que si on avait utilisé les laits bruts, non traités, non standardisés, on aurait vu des différences de rendement, il y aurait eu des différences de coagulation, mais ça aurait été dû à des teneurs en protéines plus élevées dans un lait ou un autre. Si on regarde l'effet des traitements, il n'y a pas d'impact sur la coagulation, l'égouttage, les rendements. Par contre, en affinage, sur la fréquence de traite, on voit beaucoup plus de lipolyse. Puis là, il y a une analyse technico-économique à faire aussi par rapport au coût de revient d'un lait ou d'un autre en fonction des composantes. On ne l'a pas encore fait. Ça va être vraiment à la fin du projet qu'on va y arriver. Mais sur le plan technologique, vous avez nos principaux résultats pour la première phase.
Donc, la première phase, on l'a faite sur un cheddar très jeune, 3 mois, affiné dans la masse avec des lactocoques. On a vu une différence sur la lipolyse, puis en plus, ben, c'est des micro-organismes qui sont pas très, qui n'ont pas une grande propension à la lipolyse normalement. Deuxième étape qui s'en vient, qui a été réalisée, on n'a pas encore les résultats, on a voulu changer un peu les choses. Plutôt que de travailler avec un cheddar jeune où il ne se passe pas grand-chose, ben, on a changé de type de produit. Donc, on est allé avec des fromages avec des ouvertures propioniques, des pâtes pressées non cuites. Puis pourquoi des bactéries propioniques? C'est parce qu'eux, justement, ils ont un fort pouvoir lipolytique. Donc, sachant qu'on module la matière grasse du fromage, on travaille avec des micro-organismes d'affinage qui vont vraiment utiliser la matière grasse. Donc, de ça, on va regarder les différents profils aromatiques, la texture, puis encore une fois, protéolyse et lipolyse. C'est tout de mes résultats. Donc, ce qui s'en vient, je ne pourrais pas vous le dire d'un point de vue agronomique là, parce que je... je peux prendre le relais si tu veux, mais vas-y, c'est ce que tu voulais. Ben, en fait, il y a une troisième phase animale qui va avoir lieu cet automne, mais je peux peut-être te laisser expliquer. Ça va être quoi une différence sur la... Oui, mais en fait, c'est parce que l'acide palmitique, c'est un acide gras qui est inerte aux rumen. Fait que ce qu'on veut voir, c'est, tu sais, dans le fond, c'est l'animal qui va le digérer. Mais quand on fait ça, quand on donne de l'acide palmitique, généralement, on va enlever des céréales qui, elles, auraient été digérées dans le rumen. Donc, tu changes l'énergie que tu fournis aux bactéries du rumen. Fait que là, on veut ajuster la dégradabilité dans le rumen de la protéine. Donc, tu sais, si on donne du gras après le rumen, on voudrait donner de la protéine après le rumen pour assurer un certain synchronisme là, pour énergie-protéine pour les bactéries puis pour l'animal. Fait qu'on va aller jouer avec ces éléments-là, puis on va voir l'effet sur... on va faire les mesures, mais encore améliorer. Guillaume va juste développer sa méthode de vérification de la cristallisation. Fait que c'est à venir, cette expérience-là va avoir lieu cet automne. Donc, on garde le suspense là, de la ferme à la cave d'affinage en passant par la beurrerie. Donc, peut-être qu'on pourra terminer la saison en beauté l'année prochaine, Marie, avec ces résultats-là. Donc, je prends la peine aussi de remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce projet-là, parce qu'on a présenté les chercheurs au début, mais on présente aussi les étudiants, notamment Maud, là, qui est sûrement connectée, Myriam et tous les autres stagiaires qui ont aidé au bon succès de ce projet-là. Puis, si je peux rajouter aussi, je pense que quand on dit que c'est notre plus grande fierté, quand on a commencé ces projets-là, l'idée, c'était de former des professionnels qui vont intégrer le marché du travail, autant au niveau de la production puis de la transformation, avec une sensibilité accrue pour les challenges ou les défis d'un secteur par rapport à l'autre, pour avoir une meilleure cohésion, si on veut, là, au niveau de la filière. Parce que les visages que vous retrouvez à gauche, vous les retrouvez aussi à droite. Donc, ces personnes-là ont vécu les deux côtés, les deux facettes, finalement, de la production de la transformation. Tout à fait. Et pour terminer, bien sûr, on remercie tous ceux qui ont financé généreusement ces travaux-là. Et on va accueillir vos dernières questions avec plaisir. Merci beaucoup. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Moi, j'en ai une. Tu l'as peut-être dit, je ne l'ai pas catché, Julien. Pourquoi il y a plus de lipolyse avec l'augmentation des fréquences de traite dans les fromages? As-tu une explication? Bonne question. Ben, c'est je ne veux pas devancer trop sur la production. Là. Oui, donc c'est au niveau de la fabrication du globule. Oui, c'est qu'en fait, quand tu augmentes la fréquence de traite, la glande mammaire, elle va, elle est comme sollicitée davantage. Puis, tu sais, quand il extrait le gras, il y a une partie de la cellule qui va... Finalement, là, le tissu va avoir des risques les cellules de glande mammaire ont des risques d'extraire, si on veut, plus de contenu cellulaire dans le lait que lorsque tu fais 2 traites par jour. C'est l'hypothèse là, qui est de plus en plus vérifiée. C'est pas pour la vache, il n'y a pas de conséquences, mais au niveau de la transformation, ça peut être plus... c'est peut-être ça l'hypothèse, que la lipase intracellulaire de la glande mammaire Normalement, la lipase elle est détruite par la pasteurisation. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a eu un travail initial qui a été accentué par la suite en cours de fabrication avec les étapes de chauffage. OK, bon, c'est intéressant. Il y a une question. Oh, ben, vraiment en microbiologie, on va vous mettre... Bon, merci pour votre présentation. Quels sont les genres bactériens majoritaires dans du rumen?
Oh, mon Dieu! Ça, on finit par... Ben, il y en a beaucoup, puis ils vont varier énormément. Je vais avoir une réponse vraiment plate, là. Premièrement, je ne suis pas experte en microbiologie, mais tu as beaucoup de bactéries, et puis là, je ne connais pas tous les genres, mais tu as beaucoup de bactéries fibrolytiques, bien entendu, des bactéries amylolytiques, tu as des firmicutes, tu les as toutes. Il y a tellement de bactéries dans le rumen, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est un milieu qui est extrêmement influencé par l'alimentation de l'animal, bien entendu, qui va s'ajuster en fonction de l'animal, qui va s'ajuster en fonction de l'alimentation, mais c'est aussi quelque chose qui est défini, on s'en rend de plus en plus compte, c'est quelque chose qui est aussi défini par l'animal comme tel, c'est-à-dire qu'il y a des expériences qui ont pris ça c'est fascinant, là, ils ont pris des contenus ruminaux, là, le contenu ruminal complet d'une vache, ils l'ont transféré, ils ont interchangé d'un animal à l'autre, puis après 3 semaines, le microbiote ruminal de l'animal était revenu quasiment à sa composition originale, là, de sorte que l'animal, probablement notamment par son comportement alimentaire, mais aussi l'interaction avec la paroi de son rumen. Là, il y a beaucoup c'est compliqué, là, mais ça fait qu'il y a l'animal aussi qui va définir ça. Pour ce qui est des genres principaux, il y en a, là, il y a le Ruminococcus flavopatiens. Ces noms-là que j'ai Butyri vibrio, Fibrisolvens, ces trucs-là, mais c'est très complexe. Puis on n'a pas encore fini de découvrir c'est quoi toutes les bactéries qu'il y a dans le rumen. Puis les suppléments lipidiques, comment ils influencent? Les suppléments lipidiques saturés, généralement, n'auront pas d'impact. Bon, les sels de calcium, c'est comme des savons, finalement, puis ça, au pH du rumen, sont censés être, qui est près de la neutralité, sont censés ne pas se dissocier, mais de plus en plus, on se rend compte que ça se dissocie, mais de façon d'une dégradation, si on veut, plus lente, ce qui fait que ça n'affecte pas tant le rumen, mais ça l'affecte quand même un peu. Pour ce qui est des acides gras polyinsaturés, ça fait mal. Donc, voilà, fait que c'est très, très... Mais je ne réponds pas à la question parce que je n'ai pas la réponse, là, mais je sais que ça varie beaucoup d'un animal à l'autre, puis à l'intérieur d'un même animal, dépendant de son alimentation, ça va extrêmement varier aussi. Je suis un petit peu dans cette même ligne-là. Question un petit peu en dehors du sujet. On sait que les considérations environnementales au niveau de la production laitière sont importantes. Est-ce qu'il y aurait moyen de réduire la quantité de méthane en faisant varier l'alimentation de la vache? Est-ce que les vaches, je reviens encore dans le temps, là, quand ils étaient dans le champ, au pâturage puis au foin sec, est-ce que les vaches de cette époque-là produisaient la même quantité de méthane que les vaches aujourd'hui avec l'alimentation qu'elles ont? Ou qu'est-ce qu'on connaît de ça? Notre meilleure façon de réduire l'empreinte environnementale des animaux, des vaches laitières en particulier, c'est d'augmenter leur efficacité de production. Je m'explique. Premièrement, si on compare à une vache, c'est sûr que ça dépend aussi, les gens, il faut se méfier parce que quand on parle d'émissions de méthane, il y a différentes façons de l'exprimer. Ça peut être une émission par tête d'animal, ça peut être une émission par kilo de lait produit parce qu'on n'élève pas des vaches pour les regarder ruminer dans l'étable. On les élève pour avoir du lait. Fait que moi, la mesure que je trouve qui est la plus intéressante, c'est l'émission de méthane par kilogramme de lait produit. Et puis ça, c'est dramatiquement réduit là, par rapport à dans le temps, là, quand les animaux étaient au pâturage, etc. C'est des questions qui sont complexes. Mais oui, on peut, ce qui est le plus efficace, si on veut, pour réduire les émissions entériques de méthane, c'est nécessairement l'alimentation. Par contre, il faut faire attention parce que, quand je dis que c'est une question complexe, c'est si tu veux réduire des émissions entériques de méthane, tu donnes des acides gras polyinsaturés, par exemple, à une vache. Là, tu vas réduire ces émissions entériques de méthane. Mais tu vas aussi réduire la digestibilité de la fibre. Puis, pourquoi on élève des ruminants? C'est quoi l'intérêt d'avoir un ruminant? C'est qu'il est capable de transformer des ingrédients qu'un humain serait pas capable, un humain ou des animaux monogastriques, peu importe, ne serait pas capable de valoriser en produits qui a une valeur nutritive pour l'humain.
Ça fait que là, est-ce qu'on a avantage à réduire la portion de fourrage de nos animaux pour réduire les émissions entériques, mais ça va être quoi les impacts au niveau du cycle de vie au complet? Fait que c'est des questions qui sont très, très, très complexes, mais bien entendu, comme dans à peu près toutes les sphères de la société, là, c'est les meilleures subventions sont disponibles pour ces questions-là. Mais tu sais, quand tu traites de l'efficacité alimentaire, là, généralement, tu as une amélioration de une diminution de l'empreinte écologique là, des animaux. Parfait, merci beaucoup. Là, je vois toujours pas de questions. Je pense qu'on est rendu, je surveille l'écran, là, mais je pense qu'on est rendu à vous remercier infiniment. C'était vraiment intéressant. Autant de toutes les parties, là, je pense qu'on est allé chercher l'intérêt d'une large gamme de producteurs laitiers et transformateurs laitiers aujourd'hui. Donc, c'est encore là, on a fait le pont aussi, nous aussi, avec l'auditoire. Donc, merci infiniment à vous trois. Et puis, bon, j'en profite pour vous annoncer, en septembre, on reprend les causeries. Donc, on va avoir, OK, il y a des remerciements sur la boîte de chat. Puis les gens qui sont impatients d'avoir vos résultats, là, vous êtes surveillés. Donc, on va avoir le sujet va être automatisé, les fromageries artisanales, tout en préservant leur identité par Fromagex. Donc, bon, mais merci à vous. Puis, on va saluer notre auditoire. Bonne fin de journée. Merci à tout le monde. Puis s'il y a des questions, on pourra répondre a posteriori. Là. Juste, vous avez nos coordonnées. Nos courriels sont faciles à trouver. Merci.